bonjour. Merci d'avoir regagné cet amphi des Vallières pour la deuxième journée de notre Paris Defense and Strategy Forum. Il se disait hier que cet amphi des Vallières avait une très belle programmation. J'espère vous avoir avec nous aujourd'hui, encore longtemps. Nous allons poursuivre notre réflexion sur l'Europe qui, se trouvant à la croisée des chemins, va ou veut s'engager dans une transformation profonde de ses architectures de sécurité et de défense pour redessiner son rôle géopolitique dans le monde. C'est bien de ça qu'il est question. Les ruptures technologiques comme l'intelligence artificielle ou l'irruption de conflits violents s'imposent à nous, avec leurs conséquences à court et moyen terme, mais n'oublions pas le combat du siècle, le changement climatique qu'il faut limiter, mais également aux conséquences duquel il faut s'adapter. Un sujet dont les armées doivent se saisir, car tout le monde doit s'en saisir. Donc, pour les armées françaises et européennes, comment devenir plus efficientes sur le plan énergétique? Et ensuite, dont les armées doivent se saisir, car cet enjeu climatique induit des problématiques directement sécuritaires, bien évidemment. Par exemple, comment anticiper les potentiels conflits engendrés par ce changement climatique? Autant de questions, il y en aura d'autres, passionnantes, abordées par notre prochain panel en présence de Pierre Vendier, major général des armées, et sous la houlette de Alexandre Jublin. Alexandre, la scène est à vous et à vos invités. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup Jérôme, et bienvenue à cette table ronde qui est donc consacrée à la question climatique, à son impact pour les forces armées, organisée par le comité environnement de l'école de guerre, que je remercie d'avoir réuni ce très stimulant panel, où il va s'agir donc de discuter ce qui est sans doute, si ce n'est le combat, en tout cas la grande question du siècle, voire du millénaire, à savoir le changement climatique, et de voir comment les armées, et en particulier les armées françaises, peuvent s'adapter et évoluer pour faire face à ce défi. Je suis donc Alexandre Jublin, je suis le producteur du podcast Le Collimateur et je serai le modérateur de cette table ronde au carrefour de la science, de l'action publique et des métamorphoses de l'institution militaire, ainsi que de l'imagination pour anticiper des futurs possibles. Et tout d'abord donc le major général des armées, l'ancien chef d'état-major de la marine, l'amiral Vendier, qui est aussi le délégué du ministre sur les questions climatiques. Ensuite, la directrice des territoires, de l'immobilier et de l'environnement du ministère des Armées, Sylviane Bourguet. Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherche au CEA, ancienne coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC, au rapport duquel vous avez largement participé à la rédaction. Et Virginie Tournay, autrice et membre de la Red Team de l'Agence de l'innovation de défense, dont un certain nombre de scénarios publics mettent au centre la variable climatique. Alors pour placer les choses, j'aurais aimé commencer par interroger Valérie Masson-Delmotte en vous posant une question qui est terriblement large sur le climat. Alors, je vous rassure, ça ne va pas tout à fait être est-ce que le climat se réchauffe, mais plutôt pour entrer un peu dans le détail, ce qui, dans le réchauffement ou le dérèglement climatique, vous paraît potentiellement impacter le plus directement l'action des forces armées françaises, mais pas seulement. Et je vous donne quelques secondes de réflexion supplémentaire. Mais un petit détail, mais on nous a dit que c'était quand même beaucoup plus facile si les gens étaient assis en dessous de leur nom. Alors, regardez. Pardon pour cette interruption, je vous promets, ce sera la dernière. Une petite partie de chaise musicale au milieu, c'est sûr. Ah bon. Oui, en fait, donc pour faire le point d'abord par rapport à l'état du changement climatique et de l'action pour le climat, en fait, il y a trois points clés qui ressortent. D'abord, c'est la gravité de la situation actuelle. Donc on a un rythme du réchauffement à la surface de la Terre qui est encore plus rapide qu'avant, parce qu'à l'augmentation de l'effet de serre s'ajoute la perte de l'effet refroidissant des particules de pollution qui jouent dans le même sens. On voit en fait une intensification d'événements extrêmes à fort impact. Vous le savez en fait, donc chaleur extrême sur Terre comme en mer. Là en ce moment encore un blanchiment de la barrière de corail, le 5e en 8 ans, donc qui touche les écosystèmes, qui touche les rendements agricoles, qui pose des enjeux de santé, notamment avec la chaleur extrême, voire de productivité au travail.
qui touche également donc, par l'aggravation des sécheresses agricoles, les rendements agricoles de plus en plus fréquemment. Et puis enfin, avec l'intensification des événements de pluie extrêmes qui entraînent des dommages aux infrastructures avec des conséquences économiques qui peuvent être lourdes, et on le voit en métropole, dans les Outre-mer comme partout ailleurs. Donc on est avec une situation d'impact qui s'aggrave, de pertes et de dommages importants. Ensuite, on est aussi avec une action pour le climat qui monte en puissance, donc des efforts d'adaptation, mais souvent réactifs, pas assez transformateurs, pour permettre d'être résilient dans un climat qui va continuer à changer. Dans à peu près une vingtaine de pays, une baisse des émissions de gaz à effet de serre, comme en France, même en tenant compte du commerce mondial, mais globalement, des émissions qui continuent à augmenter, même si pour la partie énergie fossile, la hausse s'est ralentie. Et puis un déficit de financement, notamment dans le secteur de l'énergie dans les pays en développement, et puis pour les transformations du système alimentaire quasiment partout, qui pèse à peu près pour un tiers des émissions. Donc ça, c'est le côté gravité. Ensuite, la deuxième chose, c'est à mesure du niveau de réchauffement planétaire, il y a un certain nombre de facteurs générateurs d'impact immédiats, notamment les événements extrêmes, l'intensification du cycle de l'eau et de sa variabilité, qui s'amplifie, et retardés, notamment sur la montée du niveau de la mer. Chaque incrément de réchauffement actuel va impliquer des amplitudes et des vitesses plus élevées à l'échelle de siècles et de milliers d'années pour la montée du niveau de la mer. Et là, on touche vraiment à des enjeux de sécurité. Sécurité d'approvisionnement en eau, sécurité par rapport à l'approvisionnement alimentaire, sécurité par rapport aux habitats, notamment pour les zones inondables, le littoral, sécurité pour les ressources. On a déjà une baisse du potentiel de prise de pêche dans les régions tropicales. Donc on voit bien en fait qu'on va vers des risques de tensions croissants. Des enjeux importants pour la santé, en fait, multiples. Et la dernière chose, c'est la capacité à agir. Donc la capacité à agir, c'est agir sur les causes, donc la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Sur la base des promesses des différents pays, à horizon 2030, on est sur une baisse estimée de l'ordre de 2 à 5% si tout est tenu. Si les engagements de la COP28 sont tenus, notamment dans le secteur des énergies fossiles, ça peut être une baisse d'environ 10%, à condition que tous les engagements soient tenus à horizon 2030. Ça nous place sur une trajectoire où on dépasserait 1,5 degré la prochaine décennie, on dépasserait 2 degrés à horizon 2050, donc c'est un échec par rapport à l'accord de Paris sur le climat, et on serait vers 2,5 degrés avec une large plage d'incertitude en fin de siècle. Donc ça, c'est aujourd'hui, si les promesses sont tenues, le plus plausible. Mais on ne peut pas exclure des éventualités à fort impact et dont la probabilité d'occurrence reste difficile à quantifier, notamment en cas de forte réponse du climat, du cycle du carbone, donc la perte des fonctions des écosystèmes, ou bien de points de bascule dans de multiples aspects du climat, des sociétés également. Donc capacité à agir techniquement sur la base de ce qui existe aujourd'hui. On a un potentiel de réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Innovation technologique, maîtrise de la demande, efficacité, sobriété, et puis surtout préserver les écosystèmes et leur capacité à stocker du carbone. Et on voit en France, par exemple, on a perdu la moitié du puits de carbone des forêts gérées en une dizaine d'années. Donc c'est un enjeu qui est extrêmement important. Capacité à agir aussi par rapport à s'appuyer sur les connaissances vis-à-vis des caractéristiques climatiques qui changent, pour engager une transformation de l'adaptation. L'Agence européenne pour l'environnement l'a souligné lundi, la Cour des comptes mardi. On a un enjeu à changer d'échelle pour l'adaptation, pas simplement par rapport à l'actuel, mais en anticipant les caractéristiques futures. Donc des enjeux pour les forces armées multiples, des enjeux par rapport aux implications géopolitiques et aux nouveaux vecteurs potentiels de conflit, des enjeux aussi de réponse face à l'urgence, y compris humanitaire, multiples, et puis également des enjeux de capacité à porter la résilience des infrastructures des forces armées, y compris sur le littoral d'ailleurs, et la capacité aussi à assurer les enjeux de défense tout en décarbonant les activités. Donc ce sont des défis qui sont multiples et qui demandent une capacité de gestion de risque et de planification qui, je pense, est un atout de la réflexion stratégique de défense. Merci beaucoup. Alors ça, c'est le constat qui est effectivement, dont on perçoit toute la gravité. Et j'aurais même tourné vers le major général des armées, vers l'amiral Vendier, pour
voir à quel moment ces considérations-là ont en quelque sorte percuté l'institution militaire, puisque, je l'ai dit, mais vous avez été chef d'état-major de la marine, vous êtes dans la marine depuis bientôt 35 ans. Je peux préciser que vous avez été pilote de l'aéronaval, puis vous avez pris des commandements, le Surcouf, le Charles de Gaulle. Donc, je veux dire, vous avez brûlé beaucoup de pétrole au bénéfice des armées de la France. Même si, bon, le Charles de Gaulle étant nucléaire, votre bilan carbone s'est beaucoup amélioré à ce moment-là. Non, mais j'aurais aimé savoir, en fait, en profitant de cette épaisseur historique, en quelque sorte, dans l'institution, quand est-ce que vous avez senti que ce sujet montait et devenait vraiment une variable à prendre en compte pour la planification de court, moyen et long terme? J'ai un souvenir assez précis. J'étais commandant du Charles de Gaulle. On était en océan Indien. Et donc un jour, il y a le commandant adjoint navire qui vient me voir et il me dit on rentre dans des eaux à plus de 32-33 degrés. Et donc, il va falloir modifier la cadence de catapultage des avions. Parce qu'en fait, dans une chaufferie nucléaire, la source froide, c'est la mer. Donc si la mer est à 35 degrés, elle est moins froide que... Voilà. Donc le rendement s'effondre. Et donc le cycle de production de vapeur est impacté par le moindre rendement du cycle. Et donc on a effectivement dû passer la cadence des catapultages, l'augmenter d'à peu près 30 à 40%. C'est pas si grave que ça, mais c'est un moment où je me suis dit... D'abord, ce qui se passe n'a pas été prévu. C'est-à-dire que dans le design du bateau, qui a été pensé dans les années 70, mis en production dans les années 90, on ne pensait pas qu'on allait se retrouver dans des situations comme ça, parce que sinon, on aurait pris des marges supplémentaires. Et donc, on assiste à quelque chose de complètement nouveau. J'étais au Salon de l'Agriculture l'année dernière en tant que CEM, et j'avais dit dans une table ronde, les militaires et les agriculteurs, c'est les deux métiers où on commence par lever la tête, regarder le temps qu'il fait, avant de commencer à bosser. Il n'y a pas un briefing opération qui ne commence pas par un briefing météo. Et donc, 35 ans de briefing météo me permettent de vous dire que ça a vraiment changé, quoi, et qu'il se passe des trucs qui ne se passaient pas comme avant. Je pense qu'on a un climat qui est aujourd'hui mieux prévu, mais moins prévisible. C'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer dans 3-4 jours, dans 5 jours, etc. Mais en fait, il y a quand même des phénomènes extrêmes qui aujourd'hui ne sont pas comme avant. Les dômes de chaleur, par exemple, c'est des trucs qui n'existaient pas il y a 15 ans. Là, maintenant, on se prend 10, 15, 20 jours de chaleur extrême avec un impact très fort sur les activités opérationnelles. D'une manière générale, en fait, ce qu'on commence à voir, si vous voulez, en fait, il y a deux volets. Il y a le volet, on va dire, environnement, émissions de carbone, etc., qui est comment faire que ça n'arrive pas. Et donc ça, c'est tout un volet sur lequel on pourra revenir. Les armées ont leur part, mais à la mesure de ce qu'elles pèsent dans la nation, hein. C'est 1% de la nation, en fait, hein, grosso modo. Donc c'est important, mais ce n'est pas fondamental. Et puis de l'autre côté, il y a ce que nous constatons comme impact sur nos activités. Donc aujourd'hui, quand on va vers les chaleurs extrêmes, je vais vous citer un peu une ribambelle de problèmes. On a évidemment les soldats, l'adaptation aux températures extrêmes. Et on voit, par exemple, pendant toutes les années où on était au Sahel, la problématique des coups de chaleur dans les opérations. Donc il y a quand même une adaptation à la fois des mesures et puis des corps des organismes à la situation. Mais après, on a d'autres problèmes beaucoup plus techniques. Par exemple, vous avez la tenue des explosifs. C'est-à-dire que stocker des munitions dans des environnements extrêmes peut dégrader très fortement leur performance opérationnelle. On a des problèmes de masse au décollage. C'est-à-dire qu'arriver à plus de 40 degrés sur certaines pistes, elles sont plus praticables. Les pneus fondent, le bitume n'a plus du tout les mêmes propriétés, et de toute façon, la longueur de piste nécessaire pour décoller à masse maximale ne permet pas de le faire. On a évidemment tous les systèmes numériques qui demandent du refroidissement, donc les data centers, les ordinateurs, etc. Voilà, à une certaine température, s'il n'y a pas de clim, ça ne marche pas. Alors on ne peut pas à la fois avoir une ambition numérique, l'intelligence artificielle, etc. Et puis de l'autre côté, on voit les problèmes concrets que ça peut poser. On a également, on voit la multiplication des vents de sable. On le voit très bien en Irak, où le nombre de jours pour lesquels on ne peut pas faire grand-chose sur le plan militaire augmente de manière assez significative. Et puis on a évidemment, on va dire, la multiplication des événements extrêmes. Alors numériquement, je crois qu'on n'en a pas tellement plus qu'avant. En tout cas, on en a des très violents. Aujourd'hui, vous avez peut-être suivi la réflexion sur la nouvelle catégorie des cyclones, avec des vents qui dépassent les 300 km/h. J'ai été dans le Pacifique au mois de mai dernier, il y a un an, juste avant le grand cyclone qui a dévasté l'île de Guam.
les conséquences opérationnelles sur les armées américaines ont été majeures. Et donc, ils ont vraiment perdu des aéronefs, des hangars, etc. Donc, des impacts importants, pour citer les États-Unis. Mais on voit un peu partout donc des phénomènes extrêmement lourds qui obèrent la capacité opérationnelle et qui imposent des réponses, on va dire, transétatiques, où les moyens militaires sont impliqués. Donc, vous avez suivi, par exemple, ce qui s'est passé à Derna, en Libye. On est de la gamme 15 000 morts. Voilà, donc c'est des phénomènes quand même qui sont considérables et qu'on n'avait pas connus avant. Merci beaucoup. Madame Bourget, j'aurais même question, mais peut-être sur le plan plus structurel, c'est-à-dire à quel moment est-ce que, dans votre point de vue, c'est-à-dire vous gérez aussi les infrastructures, vous gérez vraiment ce qui reste, et on pense sur le très long terme, à quel moment est-ce que vous avez vu cet impératif à la fois de changer, de renouveler et de construire mieux, de manière peut-être écologiquement plus responsable, et en même temps aussi, puisque c'est un sujet que l'amiral Vandia vient d'évoquer, de faire des constructions plus résilientes, qui soient capables de faire face à ces aléas et ce dérèglement climatique. Alors, je pense que du point de vue du ministère des Armées, cette prise de conscience, elle a été progressive. Ce n'est pas un phénomène inconnu, hein, comme le citait l'amiral Vandier. Les armées sont bien conscientes, de par leur activité, de l'impact du changement climatique sur les activités. Et de la même manière, sur les infrastructures et le foncier que l'on gère sur le territoire national. En particulier, pour ce qui concerne la politique de transition énergétique, c'est quelque chose qui est ancré finalement dans les modes de fonctionnement et de réflexion sur les questions d'évolution de l'infrastructure du ministère des Armées depuis de nombreuses années. Depuis plus d'une dizaine d'années, on a baissé de 20% notre consommation énergétique d'infrastructures et de 30% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quelque chose qui a évolué progressivement et c'est aussi adapté en fonction des engagements qu'a pris la France au niveau international et au niveau national et l'ensemble des mesures qui ont été portées notamment par le président de la République et qui se sont accélérées ces dernières années. Les phénomènes un petit peu nouveaux et je pense qu'on a vraiment pris conscience collectivement d'un enjeu, y compris de résilience sur le territoire national, beaucoup plus important sur ces questions énergétiques, mais également d'impact de nos activités sur les ressources. C'est finalement la résultante directe de la crise ukrainienne. À partir de ce moment-là, et vous le savez, on a eu toutes les réflexions sur la mise en place d'un plan de sobriété énergétique. On s'est organisé, et l'amiral pourra en parler mieux que moi, sur la mise en place de gestion de crise énergétique pour identifier comment les armées devaient continuer finalement à pouvoir opérer sur le territoire national en toutes circonstances. Et autant les enjeux étaient bien identifiés, je pense, sur des enjeux internationaux par rapport à des phénomènes qui étaient vus en opération extérieure, autant sur le territoire national, on est assez dépendant d'un certain nombre de ressources, et notamment du réseau électrique, et on s'était moins posé la question de notre capacité de résilience. Pas sur la gestion de crise, hein, parce que ça, pour le coup, on a la capacité pendant plusieurs jours sur l'ensemble des sites stratégiques de pouvoir continuer à la faire fonctionner, mais sur une crise qui pourrait durer sur du long terme. Donc effectivement, l'enjeu est non seulement de pouvoir agir pour anticiper et atténuer un certain nombre d'effets liés aux évolutions du climat, mais également un enjeu d'atténuer vraiment notre action par des mesures d'économie. Ça passe sur le bâti, mais ça passe aussi par un certain nombre de gestes et d'actions qu'il faut adapter tout en préservant la capacité opérationnelle des forces. Et ça, c'est extrêmement important. Et vous parlez bâti, mais je parle aussi foncier, parce que l'enjeu de l'atténuation, il porte tant sur les sujets électriques, on le conçoit bien avec tout un tas d'actions sur lesquelles on pourrait revenir, et notamment la capacité de développer d'autres sources d'énergie pour les armées sur le territoire, mais également sur une politique de préservation de l'ensemble des ressources pour atténuer notre effet, nous rendre plus résilients, nous rendre plus efficaces. On a besoin de faire des économies par rapport à l'ensemble de nos émissions, mais il ne faut pas non plus obérer, et l'amiral le disait également, le fait qu'un certain nombre de nos activités et de nos équipements changent dans leur mode de production. En particulier, on renforce la simulation, on a besoin de plus de data centers, donc on va avoir des besoins énergétiques qui sont beaucoup plus importants. Donc tout l'enjeu pour les armées, c'est de concilier une évolution des modes de faire, des systèmes capacitaires qui évoluent et qui ont besoin d'énergie parfois un peu différente de ce qu'elle pouvait l'être il y a un certain nombre d'années, et en même temps de pouvoir contribuer à un effort national.
Ouais, juste pour rester là-dessus, on peut préciser que aussi les armées ont beaucoup d'emprise foncière en France et que c'est aussi vous qui le gérez. Et historiquement, c'est aussi par là que c'est arrivé. C'est par là que c'est arrivé aux États-Unis, notamment cette préoccupation écologique, c'est-à-dire de savoir comment on gérait et ce qu'on évitait de faire sur les territoires qui étaient gérés par les armées, en l'occurrence américaines. Est-ce que c'est aussi comme ça que c'est arrivé en France? C'est-à-dire comment est-ce que vous gérez cette préoccupation d'impact écologique, littéralement à tous les niveaux, y compris sur les espaces préservés qui sont dans le domaine des armées? Alors, vous avez raison de le souligner, hein, juste pour donner 2 chiffres. Le ministère des Armées est un des plus gros propriétaires fonciers publics en France. On gère 275 000 hectares, dont 80% sont des zones de préservation de la biodiversité et 44 000 hectares sont en zone dite Natura 2000, donc le plus haut niveau de préservation qu'il existe de la biodiversité. Mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi on a besoin de ces hectares, c'est d'abord pour faire de l'entraînement pour les forces armées. Et on a besoin que l'ensemble de ces espaces soient adaptés à ces capacités d'entraînement. Donc on a une diversité des espaces à préserver. Et cette diversité des espaces, elle évolue aussi avec le changement climatique. C'est-à-dire que quand on a un certain nombre d'espèces exotiques envahissantes, quand on ne gère pas nos espaces par des défrichements adaptés, et bien, en fait, ça entrave finalement les capacités opérationnelles des forces armées. Et donc, cette prise de conscience de la nécessité d'avoir des typologies d'espaces variés qui sont des atouts pour l'entraînement, elle est vraiment... c'est vraiment une prise de conscience qui est intrinsèque de l'activité des militaires sur le terrain. Et après, c'est vrai que petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait une responsabilité extrêmement importante sur ces espaces parce que c'est de facto le fait que ce soit des emprises militaires interdites au public, préservées d'une agriculture intensive et de l'urbanisation, qui les avait rendues extrêmement importantes dans les dispositifs de continuité écologique sur le territoire national. Et donc c'est bien en fait les deux, et c'est tout l'intérêt en fait de mettre en place des plans de gestion, une réflexion sur la qualité de ces emprises qui permettent d'avoir des espaces diversifiés pour l'entraînement, mais également en fait de contribuer à préserver une ressource extrêmement importante pour pour la France. Merci beaucoup. Madame Tournet, donc, je ne l'ai pas précisé, votre affiliation au CNRS, mais vous êtes ici essentiellement comme membre de la Red Team de l'AID. Et justement, là, on voit qu'on est à l'intersection entre les problèmes d'aujourd'hui, tels qu'ils gèrent, les capacités des forces armées pour y faire face, et en même temps, il s'agit de voir loin, voire très loin, donc à la confluence de ces données empiriques en temps réel et aussi de projections scientifiques. Et je crois que c'est un peu ce que vous avez fait à la Red Team. Alors, ce n'est pas exactement de la prospective, il ne s'agit pas de faire des hypothèses directement applicables, mais c'est quand même des expériences de pensée qui ont vocation à informer un peu et peut-être à guider un peu ce qui peut se faire aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez travaillé au sein de la Red Team sur cette variable climatique et comment est-ce que vous l'avez intégrée à vos différents scénarios ? Alors effectivement, je vais peut-être vous présenter en quelques mots l'état d'esprit de la Red Team Défense. Donc, c'est une initiative qui a été lancée en 2019 par l'Agence Innovation Défense en lien avec l'état-major des armées, la Direction générale de l'armement et la Direction générale des relations internationales et stratégiques. C'est une expérimentation, je dirais à la fois scientifique et humaine, hein, puisqu'il s'agissait de faire travailler des auteurs de science-fiction en lien avec le monde militaire. Donc, c'est une expérimentation qui a duré 3 ans, qui s'est terminée en automne dernier. Et en fait, l'idée, c'était de produire des scénarios qui imaginent des futurs plausibles sur un horizon 2030-2060, avec évidemment tout le potentiel de conflictualité. Et je dirais que ce type d'initiative s'inscrit en droite ligne des propos tenus en ouverture de ce forum hier matin. Cette idée que finalement la raison s'est durablement installée dans les constitutions de nos démocraties libérales et on a finalement de plus en plus de mal à imaginer ce que pourraient être les conséquences d'un retour à la guerre.
Et en plus, c'est vrai que par rapport au XXe siècle, on est dans un monde où, le marché de l'information est complètement dérégulé. Donc c'est vrai qu'on est en plus dans quelque chose de totalement différent, d'un modèle de société complètement différent par rapport au XXe siècle. Alors effectivement, dans notre travail, il s'agissait d'imaginer des futurs plausibles et non pas probables. Et c'est toute l'originalité de la démarche, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans des modalités très différentes de la prospective scientifique, hein, au sens classique du terme. Donc on nous a demandé de faire du plausible, de conduire des expériences de pensée fondées sur le modèle du SI. Par exemple, que se passerait-il si des millions de réfugiés climatiques se rassemblaient pour former de gigantesques villes flottantes sur mer ? Que se passerait-il si une série de méga-feux plongeait la planète dans la pénombre durant plusieurs mois ? Quels seraient les effets de cette nuit carbonique sur l'organisation et la désorganisation des États ? Donc en fait, on a utilisé la fiction comme un mode d'exploration des futurs. Donc concrètement, ça veut dire mettre autour de la table des dessinateurs, des scénaristes, des auteurs de science-fiction. Et donc, alors, quelques points sur la façon dont nous avons travaillé. Donc, on a travaillé de façon itérative avec des experts scientifiques et militaires pour tangibiliser nos scénarios. Parce qu'un point important, nous ne sommes pas à l'origine des spécialistes du domaine militaire. Et on doit aussi, dans nos scénarios, on devait conserver un cône de vraisemblance scientifique. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'auteur de science-fiction, bon, on peut s'amuser à imaginer une inversion de la flèche du temps dans les opérations militaires, mais ça n'aurait pas réellement un intérêt ni une possible appropriation par les militaires. D'où l'importance, effectivement, de ce jeu un peu de ping-pong avec les militaires qui ont questionné nos scénarios de menaces pour éviter ce double écueil qui était de refaire en moins bien ce qui a déjà été imaginé dans des bureaux de prospective et aussi d'être trop éloigné du cône de vraisemblance et donc ne plus avoir matière à échange. L'autre point aussi qui est important, c'est que nous n'étions pas dans un wargame classique. C'est-à-dire que notre réflexe n'était pas d'essayer de se mettre dans la tête de l'ennemi. En fait, nous, ce qu'on faisait, c'est construire des mondes en modifiant les règles du jeu social et en essayant de déduire à partir de ces modifications quel type de conflictualité, quelle morphologie de guerre était susceptible d'apparaître. Donc, d'une certaine façon, l'idée, c'était de tordre la société de ce qui constitue son ciment social et de voir à quel moment ça craque. Donc, tout l'intérêt de nos scénarios, et là je parle en mon nom, mais aussi des autres auteurs, c'est que finalement, ils ne se restreignent pas au théâtre d'opérations militaires, mais ils ont aussi vocation à affecter le fonctionnement de la société civile. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment des transformations qui, a priori, ne touchent pas le domaine militaire, vont conduire à des formes émergentes de potentialité, de conflictualité. Et ça, c'était quelque chose qui nous a vraiment beaucoup intéressés. On a eu 4 saisons complètes et on a produit donc 8 scénarios qui ont été rendus publics. Et évidemment, une partie de notre travail est classifiée. Merci beaucoup. J'aurais juste aimé revenir, Madame Masson-Delmotte, on voit bien, c'est intéressant, cette question climatique qui est travaillée depuis longtemps, qui est devient de plus en plus publique. Et on voit la manière dont ça infuse sur les milieux stratégiques et de défense. Et c'est un concept intéressant qu'on peut peut-être convoquer, c'est la sécurisation. C'est-à-dire, c'est une manière, c'est le fait que souvent, pour faire prendre conscience à des gens qu'il y a un problème, on a tendance à le tirer du côté de la sécurité. Ce qui, pour le réchauffement climatique, par exemple, est tout à fait intéressant. C'est naturel et logique, mais ça n'est pas inévitable. À quel moment, et aussi, est-ce que ça a été conscient, disons, même dans les groupes de travail du GIEC, cette idée qu'il fallait le tirer aussi du côté sécuritaire pour attirer l'attention sur ces questions-là? Parce qu'on voit bien, la question des réfugiés, c'est une question potentiellement sécuritaire, mais pas forcément. On peut la regarder de plein de côtés différents. Donc j'aurais aimé savoir comment, en quelque sorte, cette perspective sécuritaire s'est invitée ou pas, consciemment ou pas, dans ces travaux scientifiques. Je dirais qu'en fait, c'est surtout rentré par rapport à l'analyse de risque. C'est-à-dire quelles sont les grandes catégories de risques auxquelles nous expose un changement climatique non maîtrisé et pour lequel on n'est pas prêt. En fait, ce sont ces deux dimensions-là qui comptent.
Et en analysant un certain nombre de risques clés, on voit qu'on touche à des enjeux de sécurité d'approvisionnement en eau, de risques de plus en plus complexes, difficiles à gérer, par exemple malnutrition, piège de pauvreté. À quel point on interagit avec des dimensions clés de progrès humain en réalité. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a 3,5 milliards de personnes dans des contextes hautement vulnérables face au changement climatique, qui n'ont quasiment rien contribué aux émissions passées et actuelles de gaz à effet de serre. Et donc on est aussi sur des enjeux de tensions politiques croissantes avec cette injustice climatique. Par exemple, sur le fonds pertes et dommages, les montants qui ont été alloués lors de la COP28, c'est environ 700 millions de dollars, 17 millions des États-Unis, premier émetteur historique, très grandes émissions par habitant. Les besoins estimés cette décennie sont de l'ordre de 100 à 400 milliards de dollars, simplement pour la gestion vraiment de catastrophes reconstruction. On ne parle pas du coût de l'adaptation qui permettrait d'éviter cela. Donc vous voyez bien ces enjeux majeurs. Et moi, avec mon regard de climatologue, la question de la vision sécuritaire, elle peut aussi s'articuler avec une vision de soutenabilité en réalité. C'est-à-dire comment orienter des choix lucides avec les enjeux de sécurité d'approvisionnement, y compris de dépendance aux importations d'énergie fossile, qui posent des questions de souveraineté. Comment ça peut s'articuler avec une vision de soutenabilité qui l'intègre. Donc ce n'est pas forcément orthogonal. Et après, les choses aussi, moi, qui me frappent, c'est la difficulté à intégrer, par exemple, les émissions du secteur de la défense militaire dans les inventaires d'émissions, on voit bien. La capacité aussi à intégrer les conséquences des conflits sur la vulnérabilité. Vous avez mentionné la Libye tout à l'heure. Bon, voilà, les difficultés de gouvernance, l'absence de système d'alerte précoce, des barrages obsolètes mal entretenus, tout ça, c'est les ingrédients de la catastrophe. Ce n'est pas simplement les plus extrêmes, mais ces plus extrêmes se sont ajoutés à un contexte extrêmement fragile. Et les sites actuels de conflits dans le monde vont augmenter un certain nombre de facteurs de vulnérabilité, y compris par exemple la repousse de forêts d'âge uniforme, qui va augmenter les risques d'incendie de forêt, par exemple, je pense à l'Ukraine, avec le changement climatique qui augmente, lui, les conditions propices aux incendies. Donc on voit qu'on est sur des conjonctions de facteurs qui peuvent parfois amplifier les risques. Amiral, j'aurais aimé vous interroger sur la dimension pour le coup prospective. C'est-à-dire là, on a des scénarios de très long terme. Vous nous avez déjà détaillé la manière dont cette prise de conscience, elle est arrivée. Ce que j'aimerais savoir, c'est maintenant, comment est-ce que vous vous projetez dans un futur proche ou moyen, c'est-à-dire sur quelles hypothèses, sur quels scénarios, même d'un point de vue très opérationnel, si tant est que ce soit l'outil que vous utilisiez. Voilà, quels sont les scénarios, les hypothèses qui vous permettent, disons, de prévoir, de mettre en place des dispositifs pour que les armées ne soient pas entravées dans leur capacité opérationnelle? Alors, donc, il y a eu un premier travail qui a été fait, qui était celui de la prise de conscience. Il a fallu combattre le climato-scepticisme. Enfin, ça a pris un certain temps quand même. On a perdu du temps à se dire mais non, tout ça c'est des fake news, tout ça c'est normal, ça n'arrive pas. Donc on a franchi cette étape-là. Et donc maintenant on rentre dans des scénarios qu'on essaie d'objectiver, notamment par des études. Donc on a des partenaires, notamment des assureurs qui sont très sur cette balle-là, et donc qui sont en train de nous produire des scénarios à 5 ans, à 10 ans, sur des théâtres d'opération, où on commence à voir les impacts. Donc typiquement, on a un scénario sur l'Irak, très intéressant, qui nous montre le nombre de jours pendant lesquels on ne pourra pas opérer, et qui augmente de manière très significative. Je vous parlais des températures des pistes. Il y a un moment où, en fait, c'est impraticable. Et donc, fort de ces scénarios, maintenant, on est en train de lancer... Donc, on a une stratégie climat qui a été écrite il y a 2 ans. Et puis, maintenant, on va la décliner dans les armées. Et donc, on va essayer de développer ça dans ce que j'appelle l'approche DORES. DORES, en fait, c'est l'ensemble du spectre de la capacité militaire. Ça veut dire, DORES, c'est une doctrine. Donc, c'est-à-dire qu'on a des objectifs opérationnels, on a une organisation pour faire face à la question posée, on a des ressources humaines, on a des équipements, on a un soutien et on s'entraîne.
Voilà, le DORES, c'est l'ensemble de l'affaire. Donc sur la doctrine, j'en ai parlé, ça passe par des scénarios et donc de dire voilà, dans tel et tel contexte, voilà ce qu'il faut qu'on soit capable de faire. Dans l'organisation, aujourd'hui, ça va se décliner par les stratégies d'armée dans le domaine du climat. Sur les capacités, sur les RH, donc il y a tout un travail d'adaptation au climat. Donc on a par exemple avec le service de santé des armées des travaux sur l'extrême froid, l'extrême chaud, l'impact sur la capacité à agir. On a des réflexions sur l'eau. L'eau, c'est une réflexion extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, l'eau est un espace surnormé, et donc on a du mal à trouver un moyen terme dans les questions d'eau. Et donc on a des débats avec les spécialistes des normes de l'eau en disant finalement, nous, on aimerait bien, par exemple, mettre en place des systèmes de recyclage et donc produire de l'eau de consommation avec des systèmes de recyclage. Pour l'instant, c'est un défi normatif. On voit d'ailleurs, vous avez suivi un peu les histoires de producteurs d'eau récemment. On voit que c'est pas simple. Sur les équipements, eh bien, c'est toute adaptation donc aux conditions extrêmes. Donc cette espèce de grand écart qu'il y a entre finalement des systèmes qui sont très énergivores. Et donc tout le numérique est très énergivore. Enfin, il y a une forme d'ambivalence dans une société qui résoudrait tous ses problèmes par le numérique. Et puis de l'autre côté, le fait d'être sobre sur le plan de l'énergie. Les data centers, aujourd'hui, vous prenez le calculateur du CEA à Bruyères-le-Châtel, ça se compte en mégawatts tous les jours pour pouvoir faire tourner ces calculateurs. Donc des équipements, un soutien, et donc là aussi un soutien qui est capable de fonctionner dans des conditions extrêmes, et puis un entraînement. Et donc là aussi, nous avons une stratégie pour aller diversifier nos théâtres d'entraînement, de manière à ce que nos troupes soient capables de pouvoir se déployer dans des conditions qui sont très, très diversifiées. Donc on est aujourd'hui en train d'opérationnaliser notre affaire. Donc la question n'est pas tant, mais encore une fois, c'est un sujet qui est couvert, de réduire nos émissions de carbone, et que ça. Donc là, on participe aux politiques publiques dans ce domaine-là. Donc il y a des efforts qui sont faits, et ça, Mme Bourguet en a parlé. On est en train d'essayer d'avoir des systèmes plus sobres en utilisation de carburant, des avions, etc. On a, si vous voulez, par exemple, le dernier patrouilleur de la marine qui a été mis dans les territoires d'outre-mer, c'est une propulsion mixte diesel-électrique qui a réduit de manière très significative les émissions de carbone. Puisqu'en fait, en permanence, on adapte le nombre de moteurs à la vitesse du bateau, ce qui n'est pas le cas sur des bateaux qui sont uniquement en diesel. On réfléchit à mettre des voiles sur les bateaux, comme sur certains paquebots, pour là aussi diminuer, quand on n'a pas besoin quand on fait juste du transit, de manière à pouvoir être beaucoup plus économe. Donc tout ça, c'est la partie réduction on va dire de l'empreinte carbone et la contribution à la maîtrise de la dérive du climat. Mais sur le plan opérationnel, je vois s'il y a le gros morceau de l'affaire, c'est vraiment de pouvoir avoir des lignes d'opération qui sont conduites par le driver du climat. Oui, Mme Bourguet, j'avais un peu la même, enfin c'est peut-être là que vous voulez aller, mais la même question sur, du point de vue des infrastructures, la vision qu'il y a peut-être à moyen, à long terme, c'est-à-dire c'est quoi la vision des armées qui n'ont pas ou peu d'impact environnemental? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Puisque, bon, après tout, il s'agit quand même toujours de déplacer beaucoup de gens, de les loger. Enfin, ça demandera toujours de l'énergie. Mais donc, quel est en quelque sorte le point vers lequel on essaierait de tendre? Alors, avant de répondre à votre question, je voulais revenir pour faire le lien entre effectivement ce qu'a dit Madame Masson-Delmotte et puis l'amiral Vandier. On cite des exemples à l'international, mais en fait, la crise des ressources, elle est déjà sur le territoire national. Et en fait, quand on parle de la question de l'eau, concrètement, on a des sujets aujourd'hui par rapport à la disponibilité de la ressource sur le territoire national. J'ai suivi un dossier l'année dernière extrêmement important sur un département dans le sud de la France où il s'avère qu'on a un camp d'entraînement extrêmement important en nombre d'hectares. Et en fait, ce camp d'entraînement est situé au-dessus d'une nappe. Donc on est, ministère des Armées, propriétaire finalement du tréfonds et de la nappe. Et en fait, dans ce département, les pouvoirs publics ont désormais, depuis quelques années, limité l'urbanisation, limitent le développement touristique, parce qu'en fait, pour les populations civiles, aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'eau, notamment sur toutes les périodes estivales, pour pouvoir répondre à la demande locale. Et en fait, on avait une tension extrême entre nous et la société civile, par la propriété finalement de cette nappe d'eau qui contribuait aussi en fait à la continuité écologique et à l'alimentation de tout un tas de réseaux d'eau et de lacs tout autour du camp.
Et donc, quand j'ai pris ce sujet, qui devenait un sujet politique majeur, remonté jusqu'au plus haut niveau de l'État, le sujet était de savoir est-ce que le ministère des Armées avait la capacité de continuer à fournir l'eau pour ses propres besoins sur le camp qui augmentait avec l'évolution de l'entraînement sur ce camp très particulier et très sensible, mais en même temps pouvait fournir un dispositif de secours aux collectivités. Et c'est là où on a réussi à trouver un système gagnant-gagnant avec des moyens publics externes au ministère des Armées qui ont été mis à disposition pour que l'on crée un nouveau point de forage ad hoc et que dans un dispositif de conventionnement, on puisse fournir, dès lors que les collectivités en auraient besoin, un apport complémentaire d'eau pour subvenir finalement à ces besoins de la société civile, tout en faisant en sorte que ce dispositif ne perturbe pas finalement l'activité militaire. Et on n'avait pas forcément non plus, nous, les moyens de pouvoir créer nous-mêmes ce propre point de forage complémentaire avec les ressources financières dédiées à l'infrastructure sur ce territoire-là. Donc en fait, ce n'est pas qu'un sujet international, c'est vraiment un sujet qui est déjà prégnant dans ce conflit qui peut y avoir sur un certain nombre de territoires entre la société civile et l'activité des forces armées. Après, d'une manière plus générale, pour répondre à votre question sur la vision de long terme sur les infrastructures, c'est quelque chose qui est pris en compte, dont les études que citait l'amiral Vandier vont nous aider aussi à mieux appréhender la manière dont on doit adapter nos infrastructures sur le territoire. On le fait par le biais d'un certain nombre de normes qui s'appliquent à nous, mais finalement, pour le ministère des Armées, ce n'est pas le sujet. On ne va pas faire des actions parce que les normes nous l'imposent. On va mettre en place un certain nombre d'évolutions sur nos infrastructures parce que c'est nécessaire par rapport aux activités qui sont présentes dans ces bâtiments. Pour donner un exemple que l'amiral connaît mieux que moi, sur Brest, le port naval de Brest, aujourd'hui, pour prendre en compte les évolutions de la montée des eaux, les quais sont devenus flottants pour mieux s'adapter finalement à la montée des eaux et on relève toutes les installations électriques ou sensibles majeures de plusieurs mètres pour éviter finalement qu'elles ne soient impactées par des phénomènes climatiques violents. Et donc en fait ce sujet-là il est vraiment pris en compte en fonction du risque qui est identifié sur les différentes emprises. Le risque est forcément pas du tout le même par exemple, en Occitanie, on va avoir des pluies torrentielles majeures ou sur la région parisienne où le sujet, ça va plutôt être de gérer des phénomènes d'un peu plus long terme où on a des capacités d'anticiper plus importantes. Juste pour compléter, on a un enjeu majeur qui est de faire que le temps de l'infrastructure soit adapté au temps climatique. Aujourd'hui, le temps climatique est plus rapide que le temps des infrastructures, notamment à cause de la disponibilité du foncier, les crédits, les normes. Et donc aujourd'hui, on part sur des infrastructures qui vont durer 50 ans. Il ne faut surtout pas se tromper. Donc d'où des choix qui sont faits là, maintenant. Et la remise à niveau de notre parc immobilier par rapport aux enjeux du climat, c'est ça le défi en fait. C'est-à-dire de se dire qu'est-ce qu'on va devoir lâcher, qu'on n'aura pas le temps de remettre à niveau, et qu'est-ce qu'il va falloir, comment on va se réorganiser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'en est qu'au début d'une véritable planification, où on dira, voilà, compte tenu des ressources qu'on a, voilà quel est le modèle atteignable à horizon 2050. On n'a pas encore fait ce travail, on est en train de commencer à poser les premières briques. Mais c'est vraiment essentiel, c'est un peu cette idée de la part du feu, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas conserver le même modèle d'armée, de fonctionnement, d'infrastructures, compte tenu de l'évolution du climat. Et donc ça, il faut vraiment qu'on le prenne en compte, et on n'en est qu'au début. Peut-être juste une précision. C'est vrai que pour le ministère des Armées, contrairement à d'autres ministères publics, le sujet est appréhendé de manière différente. D'une part, grâce à la vision stratégique qu'ont les forces armées et cette capacité d'anticiper finalement sur du long terme, mais aussi parce que finalement nos emprises, c'est pas que des bâtiments. Il faut imaginer que nous, ce qu'on a sur les emprises militaires, ce sont quasiment des villes. Et donc on doit réfléchir quasiment comme une collectivité quand on appréhende ces sujets-là. De la production, de l'impact qu'on a sur la ressource, par exemple du captage, jusqu'à la station d'épuration. Finalement, sur les emprises militaires, on a tout. Et quand on a un certain nombre de ministères qui, eux, vont plutôt penser que bâti, parce qu'ils sont complètement interdépendants de l'extérieur, nous, ce n'est pas le cas. Nous, il faut qu'on pense de la production d'énergie jusqu'à son utilisation finale, donc dans l'ensemble du cycle global. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans cette réflexion stratégique et prospective qu'on doit avoir sur la résilience des infrastructures.
Madame Tournel, je ne sais pas, peut-être sur l'intérieur. Oui, alors j'ai essayé d'un peu de faire le bilan par rapport aux travaux que nous avons faits dans le cadre de la Red Team. Alors sur les 8 scénarios qui ont été rendus publics, 3 ont abordé directement la question climatique. Alors question climatique au sens large, c'est-à-dire incluant les préoccupations environnementales et les défis énergétiques. Alors effectivement, dans ces 3 scénarios, le paramètre climatique place structurellement les armées dans des situations d'adversité. Mais ce qui était intéressant, en fait, si on compare ces 3 expériences de pensée, c'est qu'on voit bien que la façon dont les États et le système international intègrent le changement climatique a des répercussions directes sur la morphologie même des conflits et sur le rôle et la place qu'occupent les armées dans ces conflits. Alors, vous trouverez le détail de ces 3 scénarios dans les 3 tomes de Ces guerres qui nous attendent, publiés aux éditions de l'Équateur. Mais pour vous les résumer brièvement, donc on a le premier scénario, la nation pirate, la P-Nation. Donc on a suivi la naissance d'une nation pirate constituée d'apatrides et de migrants climatiques suite à la montée globale des eaux. Donc là, en fait, on a essayé d'imaginer un monde où il y a encore des États constitués qui sont relativement indifférents au changement climatique. Et en même temps, on voit que ces États sont progressivement perturbés par un seuil critique de migrants climatiques qui s'établissent sur l'eau. Donc, on s'est intéressé à ces mouvements de population induits par le changement climatique avec comme conséquence géostratégique la structuration d'un lieu d'exil démographique. Et tout l'enjeu, c'était finalement de comprendre comment se mettait en place une forme de nation, de proto-nation post-territoriale à partir finalement d'un seuil de population de migrants climatiques. Dans la nuit carbonique, donc deuxième scénario, donc là on est dans un monde contraint à une sobriété énergétique permanente. Et donc là on a un modèle où pour des raisons de survie mondiale, le système international a intégré un usage réglementé de l'énergie par un traité évidemment qui est plus ou moins respecté selon les différents États. Donc il y a des asymétries effectivement qui sont créées par rapport aux exigences de sobriété des armées. Donc, on est dans un contexte où, effectivement, nos armées doivent s'adapter à un nouveau régime de sobriété énergétique. Et donc, pour chaque opération militaire qui est menée, l'enjeu principal devient la sauvegarde de l'énergie, avec la nécessité de réallouer, partager rapidement les ressources pour de nouvelles tâches. Donc, en fait, on arrive à des armées qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus mobiles et en même temps qui sont moins rapides sur de longues distances et qui ont une moins grande capacité à faire des forces de frappe simultanées. Donc il y a toute une dialectique entre la force et le mouvement qui suit finalement cette exigence de sobriété énergétique. Et c'est vrai que ce qu'on a trouvé vraiment intéressant, c'est de voir finalement les conséquences d'un régime de sobriété dans la doctrine militaire et dans les conséquences sur un plan tactique. Et aussi effectivement en termes d'équipement, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où le low énergie ne suppose pas nécessairement du low-tech. Mais on doit effectivement imaginer, par exemple, des drones recyclables, plus légers, plus mobiles. On avait imaginé aussi donc une tenue, une espèce de combinaison, le Henskin du fantassin, où en fait toutes les pertes d'énergie calorifiques ou liées au mouvement étaient récupérées par la combinaison et réinjectées. Donc des systèmes vraiment de récupération de l'énergie, mais qui supposent effectivement sur un plan tactique une adaptation et un état d'esprit complètement différent en termes de résilience. Et puis enfin, dernier scénario, donc la guerre écosystémique, où là on est dans un environnement qui a été rendu complètement instable suite à des actions belligènes directement sur l'environnement et sur le monde vivant. Et alors là, ce qui était intéressant, c'est qu'au bout de plusieurs années,
on ne sait plus véritablement si les actions qui ont été effectuées sur l'environnement sont ou non intentionnelles. Donc on a des écosystèmes qui sont complètement modifiés, qui sont complètement incontrôlables, mais on ne sait plus du tout qui est à l'origine de quoi. Donc là, on a un modèle vraiment de l'Anthropocène où on voit que c'est l'action humaine qui va directement se répercuter sur la stabilité de ces écosystèmes, avec un affaiblissement progressif des États qui deviennent de moins en moins résilients au changement. Et on en arrive aussi à complètement repenser la guerre au sens où on est dans une idée de guerre sans cause. C'est-à-dire que là, on a une perte de dialectique, d'affrontement de volonté avec l'adversaire, puisque les bouleversements qui touchent la biodiversité et qui atteignent la résilience des États ne peuvent pas être attribués à une cause précise. Donc voilà, en gros, pour vous résumer, les 3 scénarios qui touchent le climat. Merci. Madame Masson-Delmotte, j'aurais aimé peut-être rebondir sur ce dernier scénario, puisque ça renvoie à un thème qu'on a parfois vu dans la littérature et dans le débat public depuis peut-être une dizaine, quinzaine d'années, très discuté, notamment d'Harald Walzer, des guerres du climat, la notion qu'il y aurait une conflictualité, que le changement climatique amènerait en lui-même une conflictualité. Bon, ça a été très discuté, je l'ai dit, parce que des guerres climatiques, pour l'instant, on n'en voit pas. Ça repose toujours plutôt sur autre chose. Mais cette manière d'envisager, disons, la possibilité que le changement climatique devienne lui-même facteur de conflit, de la manière dont vous le voyez, vous? Alors, en fait, dans les rapports du GIEC, c'est examiné sur la base des travaux, on va dire, scientifiques, socio-économiques, etc. Et en fait, vous l'avez dit, c'est pas simplement une question de changement climatique, d'aléas. C'est en fait une question de gouvernance, de capacité de résoudre des conflits pour lesquels, dans les contextes qui sont très tendus, le changement climatique ajoute une étincelle à une poudrière, en fait. En tout cas, c'est comme ça que c'est compris à ce jour. Et néanmoins, moi, ce qui me frappe, c'est dans les conflits armés actuels, notamment Israël-Gaza ou bien Russie-Crimée-Ukraine. On voit bien qu'on est sur une utilisation non soutenable de ressources en eau dans les 2 contextes, qui peut aussi donner une lecture pertinente des conditions qui ont conduit à des conflits armés. Ce point-là, il est vraiment très frappant. Où les infrastructures de l'eau sont aussi utilisées comme des armes de guerre, dans les 2 sens. Et ce que je voulais également mentionner, c'est que sur la base, en tout cas, des travaux à base physique, puisque c'est ce qu'on fait sur la modélisation du climat, du cycle du carbone, des écosystèmes, une des grosses incertitudes, c'est les processus biologiques, ça c'est clair, sur l'état des écosystèmes, d'où l'intérêt d'avoir d'autres approches, on va dire, de fiction, qui permettent de balayer cela. Mais sur la base physique, nous, on travaille aussi sur des trames narratives. C'est-à-dire, c'est examiner, par exemple, pour un niveau de réchauffement donné, quelles peuvent être les éventualités les plus difficiles à gérer. C'est, par exemple, rejouer les pires événements extrêmes du passé dans un climat plus chaud, ou bien des événements composites ou en cascade. Et ça, je pense qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, mais qu'on pourrait faire avec la réflexion stratégique des armées, de la défense, pour mobiliser les connaissances existantes. Je vous donne un exemple concret. La ville de Paris qui travaille à sa résilience à 50 degrés, qui interroge le groupe régional d'experts climat, qui va mobiliser l'ensemble des simulations climatiques disponibles. Et un des exemples, c'est une canicule comme 2003. Vous vous souvenez qui avait donné un premier signe de la difficulté à gérer les vagues de chaleur et puis de la surmortalité grave. En fait, dans le climat d'aujourd'hui, des années 2020-2050, juste 20 ans après, un événement de ce type-là, donc blocage atmosphérique, dôme de chaleur, arrivée d'air subtropical, pourrait atteindre 4 degrés de plus. Qu'est-ce que ça implique sur la température de nuit et donc l'épuisement des organismes, les infrastructures, les réseaux, leur résilience, la capacité à refroidir, les data centers et tout le reste. On voit qu'en fait, on est sur des événements possibles dans le climat d'aujourd'hui, inédits dans un contexte donné, pour lesquels on peut aller aussi chercher un retour d'expérience dans des régions plus au sud, qui ont déjà des infrastructures qui peuvent être fonctionnelles dans ces plages de température, mais on ne le fait pas complètement. Donc c'est un exemple qui illustre cela. L'autre exemple, c'est par exemple comment la position des courants de jet sur l'Atlantique du Nord va affecter la pluviométrie au nord de la France, au Royaume-Uni, etc., dans un climat qui se réchauffe. Et selon la position de ce courant atmosphérique, qui est une source en fait d'incertitude dans les projections, et qui est un facteur de la variabilité naturelle,
on peut l'intégrer dans comment dire, la disponibilité de ressources en eau et l'occurrence de sécheresse ou de pluie extrême. Et ça, je pense que c'est intéressant pour anticiper la résilience du fonctionnement de toutes les infrastructures dans une logique en fait de limites dures finalement. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les limites dures sur l'eau, sur la biomasse et dans les limites qui sont dures potentiellement également, pour la décarbonation, c'est la quantité d'électricité bas carbone qui sera également disponible. Donc biomasse et ressources en eau et électricité bas carbone disponible à court et moyen terme, ça peut faire partie de limites dures qu'on peut anticiper et pour lesquelles il y a aussi des capacités à agir. Amiral Vandier. Je voudrais revenir sur la théorie de la guerre, en fait. Il faut vraiment réfléchir à l'ordre des facteurs. Je pense que notre période de paix depuis la chute du mur nous a amené à évacuer un certain nombre de questions sur pourquoi la guerre. Et du coup, on re-rentre dans ce sujet-là, avec finalement notre track des 30 dernières années, donc dans une vision assez plate, somme toute, technique, technicienne, déterministe, où finalement on a évacué les questions spirituelles, au sens de c'est quoi l'anthropologie et c'est quoi la philosophie politique qui conduit à se battre. Et je pense qu'on est aujourd'hui extrêmement démunis par rapport à ça. C'est-à-dire que notre logique occidentale ne permet pas de comprendre pourquoi les Russes ont attaqué l'Ukraine. Ce n'est pas des raisons économiques, ce n'est pas des raisons techniques, etc. On est beaucoup plus dans une forme de question de la survie du système politique russe, de la manière dont il se projette dans sa région, etc. Et donc il faut vraiment aujourd'hui le reprendre, parce que sinon on passe à côté de choses assez importantes. Pourquoi les Houthis s'attaquent au trafic commercial ? Honnêtement, quel intérêt à court terme ? Aucun. En plus, ils sont servis eux-mêmes par ce trafic. Aujourd'hui, si on mettait un embargo naval devant Odéda, ça serait un drame humanitaire, mais ils sont dépendants du trafic maritime contre lequel ils s'attaquent. Donc il n'y a pas de véritable raison, en tout cas non politique, non géopolitique à cette affaire. Donc on ne peut pas toujours regarder les choses de manière complètement comment dire, technique. Je pense que derrière, il faut revenir à des choses finalement assez archaïques, on pourra dire, nous qui nous prétendons être une société développée, mais c'est-à-dire qui sommes-nous ? Que voulons-nous être ? Que voulons-nous défendre ? Quel système politique veut-on défendre ? Et aujourd'hui, on est quand même capable de projeter des milliers de gens, des dizaines, des centaines de milliers de gens pour des raisons qu'on pensait avoir, nous, évacuées, c'est-à-dire des questions spirituelles, en fait, de fait, ou en tout cas, on va dire, immatérielles. Donc, il y a vraiment une dimension anthropologique de la guerre qu'il ne faut pas oublier. Hier, on faisait un séminaire très intéressant sur les multi-domain operations, et je disais à la salle, en fait, on a les guerres de notre âge. Il y a eu les guerres de l'âge agraire, où la majorité de la force de travail était l'agriculture. On a eu ensuite les guerres de l'ère industrielle, c'est plutôt celle du XXe siècle. Et maintenant, on est sur autre chose. Difficile à dire exactement ce qu'elles seront, mais on voit bien que le numérique y prend une place énorme, notamment dans la façon de penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous pensez tous, c'est le fruit de l'information numérique. Ça a été dit, vous l'avez dit, sur le morcellement, vous avez dit la dérégulation du marché de l'info. Ça, typiquement, aujourd'hui, c'est majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre, elle est d'abord dans les têtes. Et donc, j'en reviens à ces affaires immatérielles. Qu'est-ce qu'on est prêt à défendre, etc. Donc, en tout cas, pour nous, les militaires, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir bien prendre en compte l'ordre des facteurs et de ne pas en oublier. Parce que quand nous, on n'attaque personne. Enfin, je veux dire, notre société occidentale n'a pas pour but d'attaquer des gens. En revanche, on commence à avoir une liste de plus en plus longue de gens qui veulent nous faire la peau. Voilà, et qui ont des bonnes raisons de le faire et des raisons qu'on n'a pas forcément toutes comprises. Voilà, donc l'enjeu, c'est bien ça. C'est que si on veut pouvoir se défendre, il faut avoir compris ce qui est réellement attaqué dans nos sociétés. Voilà. Donc le climat, pour moi, c'est un exhausteur en fait de conflictualité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on l'a dit, l'exemple des forêts, c'était assez bon oui, on fait des forêts de monotype, et en plus le climat fait qu'elles ont plus tendance à brûler. Et ben, la conflictualité aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les conditions de l'inflammation entre les nations sont beaucoup plus importantes qu'il y a une quinzaine d'années, et le climat est un des boosters de cette affaire. Alors, sinon, moi j'ai encore plein de questions, mais si jamais il y a des questions dans la salle. Non, mais très bien. Alors, moi j'ai. Pas de souci. Non, moi j'avais une question sur, peut-être encore pour la mienne, mais sur la place des armées
en première ligne, en quelque sorte, face à ce type d'événement. C'est-à-dire, on voit que c'est un réflexe, ou en tout cas une solution, souvent face à des événements de type extrême, de type climatique, d'envoyer l'armée. C'est vrai sur le territoire national, c'est vrai aussi potentiellement à l'extérieur. On peut se souvenir qu'un moment peut-être important pour ça, ça a été les ouragans, l'ouragan Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Comment dire ? Comment est-ce que... Mais l'armée peut le faire, c'est pas forcément son cœur de métier non plus. Comment est-ce que vous intégrez ou pas, disons, cette capacité à ce qu'on veut que les armées sachent faire demain après-demain, sans pour autant dégrader le potentiel combattant, puisque c'est quand même, après tout, quand même la fonction première. Je pense que le gros enjeu de nos sociétés occidentales, c'est qu'en fait l'optimisation, notamment financière, conduit à écarter les scénarios hors dimensionnement. Donc en fait tout est en flux, il n'y a pas de stock, tout arrive on time, etc. Et donc aujourd'hui, on est très bien dimensionné pour une bande passante qu'on a bien calculée, mais dès qu'il y a un dirac, dès que ça sort du dimensionnement, là, on ne sait plus faire. En tout cas, à ISO organisation. Les armées, en fait, fondamentalement, c'est une force en réserve. Des munitions, c'est quoi ? C'est de l'énergie stockée. Ça sert à libérer de l'énergie à un moment donné. Donc, quand vous avez des stocks de munitions, vous avez des réserves d'énergie. Voilà. Bon, c'est fait pour être consommé de manière assez particulière, mais c'est de la réserve. Et d'ailleurs, aujourd'hui, une des grandes difficultés que nous avons, les armées occidentales, c'est que nos stocks de munitions sont extrêmement bas. Et du coup, notre capacité à influencer, on va dire, fortement une situation sont assez limitées. Donc, dans la construction capacitaire aujourd'hui, le fait d'avoir des outils qui permettent de répondre à des scénarios hors dimensionnement, ça fait partie de la feuille. Ce n'est pas encore complètement ancré. Quand on a fait les travaux de la LPM, donc j'étais chef d'état-major de la marine, j'ai beaucoup plaidé pour que nous ayons une capacité de réponse, notamment maritime, dans les crises de nos espaces maritimes. On est présent sur les 4 grands océans du monde, on a des territoires, donc des voisins, donc des alliés, des gens à aller aider. Et donc aujourd'hui, il va falloir, je pense, dans les prochaines décennies, qu'on augmente notre capacité à aller aider les gens. Le vrai... Si vous voulez, hier, on avait des gens d'Amazon Web Services qui nous racontaient comment ils avaient sorti les données d'Ukraine et comment cette entreprise, qui est monstrueusement énorme à l'échelle de la planète, peut venir se mobiliser pour gérer une situation de crise. Je pense que ce que les militaires ont en propre, et ça a été dit, c'est la capacité à planifier. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, toute la journée, sont capables de se mettre autour d'une table, de compter les ressources, d'imaginer un plan et donc de mettre ça sur la table. Ça, c'est la vraie force des armées. Après, l'ampleur de ce qui est devant nous fait que ce ne sont pas les moyens des armées qui vont permettre d'y faire face. Encore une fois, je prenais l'exemple pendant le Covid, hein, le service de santé des armées en France, c'est 1% de l'offre de santé. Donc ce n'est pas les armées qui vont vous sortir d'une grande crise sanitaire. En revanche, on peut planifier, et c'est ce qu'on a fait. On a mis en place des militaires qui savaient planifier à différents endroits de l'État. Donc la réponse, elle est beaucoup plus globale. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que la société civile, dans son ensemble, apprenne à traiter le hors-dimensionnement. Je dis souvent, c'est de raisonner, alors c'est pas très agréable, mais un peu dans le worst-case scénario, c'est-à-dire de se dire, et si, c'est un peu ce que vous faites, et si il se passait un truc moche, comment on ferait ? Alors, et donc là, on se rend compte que finalement, nos sociétés sont quand même assez riches, intellectuellement, avec des ressources, qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et l'exemple d'AWS était assez intéressant, c'est-à-dire que quand on est beaucoup à se mettre à traiter un problème, on trouve quand même beaucoup de solutions. Voilà, donc moi, sur le climat, non, l'armée ne vous garantira pas une vie paisible dans les prochaines 20 ou 30 années, ne vous sauvera pas du climat. En revanche, on peut vous apporter des choses. On est, je pense, un peu en pointe sur la réflexion de l'impact et donc du traitement de l'impact. Mais c'est bien une réponse collective qu'il va falloir construire.